Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Breaking News. Je suis Geoffrey et je vais commencer par vous parler du bordel autour du nouveau film Wonder Woman, de la bande-annonce du prochain film Mortal Kombat qui excite tout le monde, ou pas, et de Disney qui achète vraiment l'amour de la France à coût de milliards de dollars, d'euros, je ne sais pas. On va commencer par Wonder Woman et tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire l'info, la rumeur, l'hypothèse autour de sa sortie cinéma qui serait annulée. Tout est parti d'un tweet de l'information du site dvdfr.com qui a annoncé que les précommandes pour le DVD Blu-ray de Wonder Woman 1984 étaient ouvertes, ce qui voulait donc dire, en déduisant, que la sortie cinéma était annulée. Dans la foulée, les sorties cinéma de Sacrée Sorcière et Une affaire de détail ont elles aussi été considérées comme annulées. On peut voir sur le site de la Fnac, sur Amazon, sur plein de sites que les steelbooks, les coffrets collector édition limitée de Wonder Woman 1984 sont disponibles. Donc bref, ça a l'air lancé et parti là-dedans. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le studio Warner Bros n'a pas confirmé, n'a pas souhaité répondre, et que donc il y a surtout beaucoup d'hypothèses. On en est vraiment réduit aujourd'hui à faire de l'interprétation face à l'ouverture des précommandes. Vu la chronologie des médias et vu la situation, on ne peut que déduire que la sortie cinéma est annulée. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est obligé de déduire, on n'a pas d'informations. Officiellement, le film, il n'a pas de nouvelle date de sortie. Il devait sortir mi-décembre. Depuis que les cinémas sont refermés, il n'y a aucune nouvelle date. Tout le monde attend. Et c'est ça le problème, c'est qu'avec une sortie en décembre, et surtout une sortie VOD, SVOD aux États-Unis, en Angleterre, le film il est disponible illégalement un peu partout. Plein de gens l'ont déjà téléchargé. Une autre partie du public l'attend en salle. Mais quand? Attendre jusqu'à quand? Est-ce que si les cinémas y rouvrent dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, est-ce que ce sera pertinent de montrer Wonder Woman 1984 dans les salles françaises? Surtout, personne ne sait quand est-ce que les cinémas vont rouvrir. Bref, c'est dans cette marée d'inconnus et dans ce gros flou que la situation devient un petit peu étrange. Mais déjà, on va rembobiner et expliquer très rapidement ce qu'est la chronologie des médias dont on entend parler très régulièrement. En gros, c'est quelque chose qui a été mis en place à la fin des années 80 et qui règle l'ordre et les délais avant qu'un film soit exploité d'une autre manière que dans les salles de cinéma. Le but, c'est de protéger les salles de cinéma et de faire de l'exploitation en salle une exploitation privilégiée. La crainte vient du fait que, en gros, si vous pouvez voir un film au cinéma, mais en VOD, en DVD ou à la télé, seulement 1 ou 2 mois ou 3 mois après, peut-être que vous n'aurez même plus envie d'aller au cinéma. Peut-être que ça va au final forcer à miser de plus en plus sur les blockbusters en salle pour attirer, pour garantir que les gens aient encore envie de payer une place et un ticket de cinéma. Et peut-être qu'au final, ça va simplement uniformiser la production, condamner tous les petits films à aller uniquement en VOD, DVD. Bref, la crainte, elle vient de là. Les délais précis avant que ce soit disponible en VOD, sur les chaînes payantes ou à la télévision normale, ils sont là pour garantir et protéger les salles de cinéma. La chronologie des médias, elle est constamment remise en question, constamment critiquée. Pour certains, c'est une belle particularité française, pour d'autres, c'est une aberration française. Le problème Netflix, qui veut exploiter les films à la fois dans les salles de cinéma et sur la plateforme de SVOD Netflix, a vraiment mis en avant toutes ces problématiques. Actuellement, c'est encore un sujet qui est rediscuté. Le gouvernement, il essaie de trouver un terrain d'accord avec les plateformes de SVOD, parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'on ne peut pas exiger beaucoup d'eux sans revoir les délais qui leur sont imposés. Si on veut que Amazon, Netflix et compagnie jouent le jeu, il faut que la France joue aussi le jeu. Bref, c'est dans ce contexte que la sortie DVD Blu-ray de Wonder Woman le 7 avril pose problème. Parce que est-ce que ça veut dire que la sortie cinéma est annulée? A priori, tout va dans ce sens-là, sauf exception, sauf bouleversement qui permettrait au film de sortir en salle après la sortie vidéo DVD, mais ça semble plus que compromis, donc on dirait en gros que le destin du film, il est scellé. La vraie question là-dedans qui nous intéresse et qui nous intéresse particulièrement chez Écran Large et les médias en général, c'est sur la gestion et la communication du studio Warner Bros. Aux États-Unis, Warner Bros. Il possède le service de SVOD HBO Max. Donc Wonder Woman et plein de films en 2021 vont atterrir à la fois dans les salles de cinéma qui sont en bonus et surtout sur HBO Max. En France, on n'a pas HBO Max. Il y a à la fois OCS, avec un deal avec Warner qui a permis par exemple à la série Love Life d'atterrir sur OCS, et ils ont aussi Warner TV. Donc par exemple, la série Raised by Wolves est arrivée sur Warner TV. Mais il n'y a pas de vrai deal en place, si bien que personne ne sait où est-ce que pourrait sortir un film comme Wonder Woman s'il devait sortir en VOD, en SVOD en France. On peut se souvenir qu'en Angleterre, il y a eu un accord qui a été trouvé en décembre. Le film est sorti dans les salles de cinéma, Wonder Woman, mais également en VOD parce qu'il y a des accords qui ont été trouvés pour réduire la fenêtre d'exploitation avant qu'il soit disponible en VOD. Donc il y a un accord qui a été trouvé en France. Est-ce que c'est l'impasse ?
Probablement. En tout cas, bon, je sais pas si c'est l'impasse, mais actuellement, c'est quand même un sac de nœuds. Sortir un film aussi cher, un blockbuster, en DVD et Blu-ray, qui est un marché qui est clairement en baisse, ça ressemble vraiment à une sortie sacrifiée. Ça donne l'impression que Warner ne sait simplement pas quoi faire. Soit parce que ils savent pas quoi faire face à la pandémie, face à ce bordel, soit parce que par rapport à la France, il y a un mur auquel ils se heurtent et qu'ils ne savent pas quoi faire pour trouver une solution pour que ce film-là soit exploité. Le truc intéressant qu'il y a à l'avenir avec Warner Bros, c'est que Wonder Woman, c'est le premier d'une longue série. Alors on va souhaiter que les salles rouvrent rapidement, mais le prochain sur la liste, c'est le blockbuster Godzilla vs Kong, qui est toujours officiellement daté au 24 mars sur le site officiel de Warner France. C'est là qu'on a envie de dire « Ah bon, dans un mois, les cinémas sont rouverts ?» Personne ne le sait, a priori, cette date n'a pas changé d'un iota depuis des semaines, depuis des mois. Elle est toujours calée au 24 mars. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils attendent d'avoir une situation aussi extrême que celle de Wonder Woman avant de prendre une décision ? Comment comptent-ils communiquer? Parce que nous, les médias, on n'en sait strictement rien. On est comme vous, on se demande juste si ce film va sortir en salle de cinéma, s'il va juste être téléchargé massivement dès qu'il va être disponible aux États-Unis en super qualité sur HBO Max. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Tant qu'il n'y a pas HBO Max en France, et HBO Max, il n'a pas de date d'arrivée en France. En Europe, c'est censé être en 2021, mais en France, on ne sait pas. Ce n'est pas précis. Encore une fois, il y a un deal en place avec Orange, avec OCS. Bref, c'est un sacré bordel. Et c'est là qu'on peut citer Sony, qui lui avait tranché avec le film Monster Hunter. Monster Hunter, il a pendant longtemps été daté à fin avril, et la sortie a finalement été annulée. Le film il sera disponible en achat numérique le 7 avril, en VOD, DVD, Blu-ray le 28 avril. Bref, la décision a été claire, elle a été communiquée dans les médias, on sait à quoi s'en tenir. Moi, je suis triste que le film soit pas en salle, mais en tout cas, c'est clair. Pour Godzilla vs Kong et pour Wonder Woman, ça n'est pas clair, et c'est là qu'on peut se demander vraiment comment Warner Bros. arrive à affronter cette situation et pourquoi il n'y a pas encore de communication claire pour que les gens sachent comment voir Wonder Woman. Est-ce qu'ils vont acheter le DVD? Est-ce qu'ils vont être contraints de le télécharger? On n'espère pas. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer avec le combat de titans entre Godzilla et Kong? Le deuxième sujet, on parle encore de jeux vidéo, c'est la première bande-annonce de la nouvelle adaptation du jeu vidéo culte Mortal Kombat. Bon alors moi je suis un peu un vieux con parce que j'ai pas touché à Mortal Kombat depuis le 3e sur Mega Drive et c'était il y a fort longtemps. Donc comme j'ai pas très envie de parler de cette bande-annonce qui... ça m'excite pas énormément, hein. Je trouve que c'est un petit peu moyen, un petit peu générique. Donc je vais parler d'un autre jeu vidéo, je vais parler de Monster Hunter qui donc arrive en avril et pour le coup je suis... Hop, moi c'est Mathieu, moi je joue et j'adore Mortal Kombat et je vais vous expliquer pourquoi cette bande-annonce elle envoie du pâté. Parce qu'en fait Mortal Kombat c'est déjà un univers qui est super kitsch. Pour moi, Boon et Tobias, les créateurs du jeu, ont toujours brodé leur histoire autour des personnages, ce qui fait sens dans un jeu de baston où tout ce qu'on veut voir, c'est des persos avec des capacités stylées. En plus, ils faisaient ça dès les débuts de la licence sur bande d'arcade, avec les limitations que ça impliquait, genre tous les ninjas qui changeaient juste de couleur, etc. Et donc de base, Mortal Kombat, c'est très kitsch. Et les fameux films des années 90 le sont pas moins. Mais il y avait une différence, c'est qu'ils étaient quand même vachement moins bien adaptés, et surtout que les combats étaient nazes et pas violents. Ce qui la fout mal quand ton film s'appelle Mortal Kombat. Et là on sent qu'ils sont vraiment allés à fond dans l'adaptation, quitte à assumer d'avoir l'air un peu bête. Et du coup ouais, c'est kitsch, mais tant mieux en fait. Il n'y a pas de détour un peu loupard pour te faire croire que l'univers est réaliste ou quoi. Non, c'est un tournoi Mortal Kombat avec des méchants et des gentils qui se tatanent méchamment, et ça c'est cool. On sent du coup qu'ils ont voulu reprendre le principe du jeu à son origine, c'est-à-dire le tournoi, même s'ils évoquent pas les dieux anciens vraiment, alors que normalement ils sont à l'origine de tout ça. Donc, mais bon, on peut quand même voir une sacrée galerie de personnages. Il y a les principaux qui sont directement présentés, Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden, Sonya, Kano, Jax, Kung Lao, Shang Tsung. On sent qu'ils ont voulu garder la pluralité des personnages de la saga, ce qui est assez cool, Surtout que la bande-annonce montre des personnages qu'on avait hâte de voir, et même certains qu'on ne savait pas présents, et qui sont vraiment fun parce qu'ils sont bien brutaux, comme Reptile, Kabal ou Goro, qui ressemblent bien au Goro du jeu, et surtout Mileena, qui promet du sale si elle est à moitié aussi crade que dans le jeu. D'ailleurs pour Mileena, pas mal de fans ont râlé parce qu'elle n'avait pas sa dentition énorme, mais je pense que son personnage va évoluer dans ce sens. D'ailleurs si je ne m'abuse, on ne voit pas vraiment Shao Kahn, mais un genre de statue, donc de ce peu on peut quand même dire qu'il est plutôt fidèle, même si curieusement, après la bande-annonce, le réalisateur a plus ou moins révélé dans une vidéo d'IGN que le méchant principal serait Sub-Zero, donc la première version, Iban, ce qui est assez bizarre vu la galerie de bad guys présente, mais pourquoi pas. Franchement, tout le monde a l'air sympa, les costumes sont plutôt réussis. Bon, Raiden il semble un peu jeune, mais bon, il est immortel alors on s'en fout. Côté absent, ça manque toujours de Kitana, qui est quand même un personnage important, et surtout de Johnny Cage, qui était présent dès le premier jeu quand même, et qui est très lié à son histoire. Mais rien n'empêche qu'ils aient des seconds rôles. On peut aussi déduire l'absence de certains, par exemple si Jax se fait défoncer les bras par Sub-Zero, on peut déduire que Ermac sera pas là. Mais bon, c'est pas une priorité. Si Shao Kahn est là et qu'il y a déjà Shang Tsung et Sub-Zero dans la catégorie méchant, Shinnok devrait pas trop être là non plus.
Bon, et le choix d'introduire un nouveau personnage est finalement pas si bête, ça permet de s'immerger à travers lui dans l'univers, et ceux qui connaissent pas plus que ça cet univers n'en seront pas mécontents. Du coup, ouais, c'est assez fidèle, parce qu'au-delà des fameuses fatalities, donc ce moment où tu achèves ton adversaire en lui détartrant la cervelle, ils reprennent des vrais mouvements du jeu. Il y a le fameux Get Over Here de Scorpion, le mur de glace, ou même l'attaque avec le sang solidifié, qui est pour le coup plus issu des derniers jeux. Bref, ils puisent dans les centaines de coups délirants des jeux, et c'est une bonne idée, parce que ce qu'on veut, c'est de la baston, et on décèle pas mal de combats qui ont l'air très sympas, avec de bonnes chorégraphies, un style de mise en scène adapté, etc. Et finalement, c'est ça qu'on veut, des mecs en costume ridicule qui se découpent de façon stylée sur de l'Eurodance. Bon, manque plus que l'Eurodance, même si on l'entend très légèrement dans le thème musical, et plus généralement, c'est ce qui me botte en fait dans le projet, c'est que c'est un blockbuster classé R, avec des vrais artistes martiaux dans les rôles principaux, et des très bons artistes martiaux d'ailleurs. Finalement, c'est quand même assez unique. On n'avait pas vu ça depuis les années 90 à Hollywood. Et c'est probablement mieux que Monster Hunter. Super cool, bref, pour toutes ces raisons, je trouve que Milla Jovovich, c'est un petit peu la Meryl Streep des temps modernes. Troisième sujet, c'est Disney+, qui continue à lancer son assaut et à s'installer sur le territoire français. Alors la guerre du streaming, elle fait rage depuis des mois, c'est clairement pas la première fois qu'on en parle et que j'utilise cette expression de guerre du streaming. Disney+, là, il a annoncé un énorme plan pour s'imposer en Europe, et surtout à travers le monde. L'idée, c'est de créer des contenus originaux, parce que oui, on parle bien de contenu, on reprend leur terme, puisque c'est comme ça qu'ils désignent les créations, les séries et les films, des contenus originaux partout dans le monde d'ici 2024, et ça commencera en Europe avec 10 projets qui ont été annoncés, dont 4 en France. Ces 4 projets français, ils sont assez divers. Le projet, c'est Ousekine, c'est une fiction en 4 épisodes sur les événements qui ont mené à la mort de Malik Ousekine en décembre 86. La deuxième, c'est Soprano, une série documentaire sur le rappeur qui s'appelle Soprano. La troisième, c'est Weekend Family. On dirait pas, mais c'est une sitcom française sur une famille recomposée. Ça ressemble vachement à notre belle famille, je trouve. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et la quatrième, c'est Parallèle, une série sur des adolescents qui voyagent dans des dimensions parallèles, parce que ça s'appelle Parallèle. Alors ça ressemble beaucoup à Sliders, ce qui me donne un peu envie. Et si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible? On espère que ce sera aussi cool. C'est écrit par Kook Dang Tran, qui est le co-scénariste de la série Marianne, diffusée sur Netflix, une autre série de genre, qui a été annulée malheureusement après une seule saison. Alors au-delà des annonces et des projets dont on ne sait pas grand-chose jusque-là, ce qui est intéressant, c'est la stratégie. Le but, évidemment, pour Disney+, c'est de s'imposer en France, comme Netflix l'a fait juste avant. L'idée, c'est de se placer partout dans tous les territoires. Et le principe, c'est pas pour être gentil avec les créatifs et les scénaristes, pour l'amour de l'art. L'idée, c'est évidemment d'être malin. Quel est le meilleur moyen de s'ancrer dans une culture, si ce n'est de se payer les scénaristes, les acteurs et les actrices, les sujets, les effets de mode, tout ce qui est propre à un pays, à une culture. C'est pas juste pour débarquer avec des contenus américains que Disney+ s'installe en France, c'est aussi pour pomper un maximum de cette culture et vraiment parler au public avec des choses qu'il connaît, qu'il aime, qu'il apprécie bien avant que Disney se soit installé. Netflix l'avait déjà fait avec pas mal de séries et de films. On peut citer la série de vampires qui s'appelle Vampire, la série Planqueur, Lupin, La Révolution ou celle qu'on préfère, Le Zob de Marseille, parce que c'était quand même le haut du panier. Qu'on se touche le zob en parlant de Picasso. Ce qui est intéressant là-dedans également, c'est cette manœuvre pour bouffer à tous les râteliers, puisqu'on voit que dans les programmes, les contenus annoncés par Disney+, il y a une série familiale, il y a une série documentaire sur la musique pour parler aux jeunes parce qu'ils aiment forcément Soprano, il y a un truc politique sérieux qui est ancré vraiment dans la culture française avec tout ce qui se passe avec les flics et les faits divers de ce côté-là, et une série de genre. Le bon côté là-dedans, c'est que ça ouvre plein de perspectives à plein d'auteurs et d'autrices en France. En gros, ça montre que Disney et Netflix, ils ont une place, ils occupent des zones qui sont délaissées par la production française. Qui aujourd'hui aurait envie de produire des séries de genre et qui aurait les moyens, l'envie de créer une série de science-fiction avec des ados comme Parallèle. Peut-être OCS, peut-être Netflix, peut-être Amazon, peut-être Arte ou Canal. En tout cas, on voit que quand même les fenêtres sont très réduites. C'est aussi pour ça que Netflix et Disney+ ont une valeur. Et c'est pour ça qu'ils vont sûrement apporter plus de richesse. Alors pour eux, c'est pas pour les bonnes raisons peut-être, mais pour tous les créatifs en France, je pense que c'est un truc super excitant et on voit qu'il y a plein de scénaristes qui se sont engouffrés dans la brèche et qui vont pouvoir écrire des histoires, inventer des univers que peut-être TF1 n'aurait pas voulu. Je dis peut-être, on en est sûr. Pour rappel, Disney+ lance Star le 23 février en France. Star, c'est une section particulière nouvelle qui va être ouverte sur Disney+, et qui va regrouper principalement du fond de catalogue avec des séries et des films cultes, et c'est aussi dans le cadre de Star qu'une partie de ces séries va être relancée. Maintenant, on arrive aux recommandations de la fin de semaine. Alors j'ai sélectionné 3 trucs assez intéressants qui arrivent cette semaine. Il y a d'abord la série Clarisse, une série adaptée des livres de Thomas Harris, qui est surtout connu pour Hannibal Lecter.
On reprend le personnage de Clarice Starling 1 an après Le Silence des Agneaux, 1 an après son enquête avec Buffalo Bill, et surtout sa rencontre avec Hannibal Lecter. Alors pour des problèmes de droit et pas de cohérence, Hannibal Lecter n'est pas présent, n'est pas mentionné du tout dans la série. On imagine vraiment dans cette série ce qu'a été Clarice, entre les livres Le Silence des Agneaux et Hannibal, donc on est vraiment sur un terrain tout nouveau, et la série est plutôt une bonne surprise. Alors, on n'en a vu qu'un seul épisode, c'est disponible sur Salto, c'est visuellement assez léché et assez soigné, ça m'a un petit peu rappelé de loin la série Hannibal créée par Bryan Fuller qui était quand même une merveille. C'est beaucoup moins extrême, beaucoup moins beau, mais on sent qu'il y a un soin énorme apporté de ce côté-là. C'est assez bien ficelé, c'est quand même très efficace, et surtout l'actrice choisie pour incarner Clarice Starling, qui s'appelle Rebecca Bridges, elle est vraiment excellente, c'est une très bonne surprise. Elle arrive quand même après Jodie Foster et Julianne Moore, donc c'était quand même un gros défi, mais je suis très curieux de voir la suite parce qu'elle s'en sort extrêmement bien et c'est disponible sur Salto. La deuxième chose qu'on vous conseille, c'est le thriller I Care A Lot qui arrive aujourd'hui sur Netflix. C'est un thriller avec Rosamund Pike en mode Gone Girl mineur. En gros, c'est une arnaqueuse sans foi ni loi qui profite des vieux parce qu'elle a un rôle de tutrice auprès de l'État et elle en profite pour voler et revendre les trucs et vraiment se faire un max d'argent sur le dos des vieux. Et elle tombe à un moment sur une vieille dame qui cache des secrets encore plus dangereux que sa personnalité à elle. Voilà, c'est bon. C'est un divertissement, sympathique, c'est amusant, c'est plutôt bien raconté, c'est assez rythmé, raconté, il y a un bon rythme avec le montage, il y a un côté série B assez assumé, Rosamund Pike est vraiment super bien, elle a un rôle qui lui va comme un gant, donc c'est pas de la haute production, c'est plutôt un truc à consommer, un contenu, à consommer comme un pur divertissement parce que c'est bien foutu dans le genre, mais faut voir ça comme une production assez modeste. Et enfin, ce que je préfère, c'est la saison 4 de Mr. Robot qui arrive plus d'1 an après sa diffusion aux États-Unis. Elle arrive en France sur Amazon Prime, alléluia. Pour moi, c'est l'occasion de redonner une chance à cette série. Quand elle a commencé pour la saison, c'était vraiment la série dont tout le monde parlait. Et elle a rapidement été un peu oubliée et méprisée à cause de ce côté série de petits malins et le twist à la fin de la saison 1. Je pense sincèrement que Mr. Robot vaut mieux que ça. Au final, c'est pas une série de petits malins, c'est pas un truc un peu sensationnel et un peu bête avec des effets de style débiles. C'est vraiment l'histoire de deux enfants qui sont perdus dans des corps d'adultes, paumés dans la jungle de la vie, de la ville, qui essaient de trouver la paix avec leur identité, avec leur passé. C'est superbement mis en scène par le créateur Sam Esmail qui a réalisé tous les épisodes, dont un super épisode quasiment muet. C'est magnifiquement interprété par Rami Malek, mais surtout, j'ai surtout envie de mettre l'accent sur Carly Chaikin parce qu'on l'oublie beaucoup et elle est vraiment géniale. Et c'est superbe jusqu'à la toute dernière seconde. Voilà, c'est une série qui est extrêmement cohérente, très solide du début à la fin. J'ai envie de vous dire foncez, redonnez une chance à cette série parce que c'est merveilleux. Maintenant, c'est le moment où j'essaie de, même plus d'être original, pour conclure la vidéo, pour vous dire que c'est terminé. Je pense que la plupart d'entre vous sont partis, mais ceux qui sont encore là, dites-le dans les commentaires parce que je suis curieux, parce que j'espère ne pas être seul à ce moment-là. Sérieusement, dites-le, je me demande vraiment. En tout cas, c'est le moment où je vous dis de vous abonner à la chaîne Écran Large, de nous donner de l'amour dans les commentaires, de nous donner de la haine aussi dans les commentaires, pourquoi pas, on n'a pas vraiment le choix. Partagez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez, et je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Salut!